il y a environ un peu plus d'une semaine, le leader du parti nationaliste turc en coalition avec le parti de Recep Tayyip Erdogan a eu un comportement qui a amené un certain débat en Turquie, débat qui dure depuis une bonne semaine, voire une dizaine de jours. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, il a serré la main en tant que leader d'un parti d'extrême droite, hein, on peut le dire, hein, c'est vraiment un parti nationaliste, ultra-nationaliste même, qui obtient en général, aux environs aux élections, qui obtient en général 10% des voix, des fois plus, des fois moins, c'est toujours une moyenne, hein, voilà. Mais voilà le potentiel de ce parti en Turquie. Donc souvent on les associe au loup gris, effectivement. Et donc voilà, donc le leader de ce parti, Devlet Bahçeli, a serré la main des députés du parti qui est classé comme étant l'extension du PKK au Parlement, c'est-à-dire le DEM Parti, D-E-M. Aux élections précédentes, ils étaient le HDP, ils ont été le Yeşil Sol, c'est la gauche verte. Ils ont été le HADEP, le DEHAP, le BDP, le DTP, le DEP, le HEP, etc. etc. Enfin, je veux dire, ils ont créé des dizaines de partis qui ont à chaque fois été interdits, dissous, et puis à chaque fois, eh bien, rebelote. Donc, il y a eu ensuite, après, qu'il ait serré la main de députés kurdes, pour la plupart, parce que dans ce parti, il n'y a pas que des Kurdes et des activistes qui militent pour la cause kurde, il y a des démocrates, des gens de gauche, d'extrême gauche, des écologistes, des féministes, des LGBT, des progressistes, etc. Bref, c'est un parti qui regroupe énormément de petites franges des citoyens turcs, voilà. Mais qui est axé, qui est vraiment axé à gauche. C'est un parti de gauche. Mais disons que les Kurdes indépendantistes ou qui réclament une autonomie ou une résolution de la question kurde par l'autonomie, hein, en général, eh bien, votent pour ce parti. Ce parti qui obtient en général aussi 10% des voix lors d'élections. Là aussi, c'est une moyenne, des fois un peu plus, des fois un petit peu moins, mais toujours autour de 10%, mais c'est un parti qui a un potentiel de 15%. Même peut-être beaucoup plus, parce que ce parti n'a pas, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des élections, n'a pas ses pleins pouvoirs. C'est un parti qui se retrouve toujours dans des histoires de censure, de boycott, de pression de la Turquie. Et pour cause, eh bien, c'est un parti qui ouvertement dit qu'il faut un dialogue avec Abdullah Öcalan, qui se trouve depuis plus de 20 ans sur sa prison, dans son île prison, qui pointe toujours du doigt le PKK lorsqu'il s'agit de résolution de la question kurde. Pour eux, il faut passer absolument par le PKK si l'on veut résoudre la question kurde en Turquie. Alors, ils le font à un prix... je veux dire que les gens du DEM Party sont plus que les gens motivés, hein. Effectivement, il y a aujourd'hui des milliers et des milliers d'activistes de ce parti, enfin des précédents partis de ce parti actuel, qui sont en prison. Je pense notamment au plus célèbre d'entre eux, qui est Selahattin Demirtas, dont la Cour de cassation des droits de l'homme avait dit qu'il fallait le libérer, qu'il avait purgé sa peine, etc. Mais par décision de M. Erdogan, bien sûr, ce monsieur est toujours en prison, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc on signe pour la Cour de cassation des droits de l'homme, mais on ne respecte pas... voilà, bon, ça c'est typiquement la Turquie, hein, n'est-ce pas? Est-ce que l'Europe, l'Union européenne, fait quelque chose pour sanctionner Erdogan ou la Turquie qui ne respecte pas la décision de la Cour de cassation? Eh bien, non. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent dans cette histoire. Voilà. Les droits de l'homme, c'est quelque chose à laquelle, enfin, j'adhère à ce concept des droits de l'homme. D'ailleurs, je ne peux que y adhérer, étant moi-même d'origine kurde, pour la résolution de la question kurde. Les droits de l'homme, c'est quand même un minimum, c'est le b.a.-ba. C'est-à-dire que
en Turquie, eh bien, la question kurde, ça se résout à une chaîne de télévision. Voilà. C'est-à-dire que vous avez 40 millions de Kurdes à travers le monde, principalement établis sur 4 pays, l'Iran, l'Irak, la Turquie, la Syrie. Voilà, je vous refais pas la fiche sur les Kurdes. Je veux dire, on a plus de 40 millions de Kurdes. Voilà. Donc, on n'est pas en train de parler d'une petite tribu, je sais pas, d'une petite minorité d'un demi-million de personnes peut-être, hein. Et donc voilà, une chaîne de télévision, peut-être des cours, etc. Non, là on parle de dizaines de millions d'individus. Voilà. Donc c'est la plus grande population au monde qui n'a pas d'État. Et donc il y a des revendications, bien évidemment, alors pas de la part de tous les Kurdes, bien sûr, mais il y a une volonté, une intention très forte dans chaque partie du Kurdistan, et en Turquie aussi, hein, comme je viens de vous le dire, il y a plus de 10%, là il s'agit de plus de 60 députés. Donc ce Devlet Bahçeli, pour revenir aux nationalistes turcs qui va leur serrer la main, qui rigole avec eux, etc. Donc, eh bien évidemment, un journaliste lui est tombé dessus juste après, à la sortie de l'Assemblée nationale, en lui disant mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et monsieur a dit il y a un air de paix, PAIX. Et donc voilà, en tant que politicien, effectivement, je tends la main. Voilà. Bon, évidemment, tout le monde a compris que il se cachait bien quelque chose là derrière. Il n'y a jamais rien de gratuit quand ça vient de l'extrême droite turque. Et alors bon, bref. 2-3 jours après, nous avons eu un peu plus de précision venant de la part de Devlet Bahçeli. Entre-temps, Erdogan a fait des déclarations. Et quel type de déclaration? Eh bien, accrochez-vous. En tant que président de la Turquie, il a admis que des millions de citoyens turcs d'origine kurde ont été discriminés durant toute l'histoire de la République de Turquie. D'ailleurs oppressés, discriminés, et qu'ils n'ont pas pu jouir de la liberté de pouvoir s'exprimer en kurde. Et effectivement, jusqu'à encore récemment, le peuple kurde était complètement nié par la Turquie. C'est-à-dire qu'en Turquie, il n'y a que des Turcs, hein, n'est-ce pas? Il n'y a pas de Kurdes, le reste n'existe pas. Et ça, je vous le dis, jusqu'au milieu des années 90, hein, eh bien, en Turquie, dire que vous étiez kurde, c'était déjà du séparatisme. Et puis, la politique d'État était une politique de négation de l'identité kurde. C'est-à-dire que réellement, les Kurdes n'existent pas. Pour l'idéologie de l'État turc, les Kurdes n'existent pas. C'est un peuple qui n'existe pas. Voyez-vous. Alors bon, il est peut-être, pour ceux qui ne savent pas, il est peut-être bien de dire que la langue kurde est une langue de la famille persane, c'est-à-dire c'est une langue indo-européenne, tandis que le turc est une langue oralo-altaïque qui vient de Mongolie et des frontières chinoises. Donc on est dans deux langues complètement différentes. C'est-à-dire qu'à la limite, si ce seraient des langues cousines, peut-être que bon, voilà, ce serait discutable. Mais là, nier l'existence de la population kurde, c'est précisément presque un siècle de politique, de turquisation en Turquie. Alors, je ne sais pas si le mot turquisation existe, mais c'est une politique d'assimilation que la Turquie a réalisée sur les minorités et les populations qui vivent en Turquie. C'est-à-dire que on a évidemment créé de toutes pièces un nationalisme turc, hein, laïcard, républicain, progressiste, etc., mais hyper fasciste. Voilà, on expliquait que la Turquie appartient aux Turcs, la fierté d'être turc, etc., et que personne ne me dise qu'il s'agit d'une identité commune, et puis que ensuite tu peux être d'origine kurde et ce que tu veux. Voilà, ce que beaucoup de Turcs te disent en fait quand ils n'ont pas de culture historique. Hein. Évidemment, ils veulent pas passer pour des. Je les comprends. Mais la réalité est que effectivement, la langue kurde était interdite en Turquie jusqu'à encore récemment. Interdite. Vous imaginez, en France, on vous interdit de parler l'anglais. Bon. Et puis on vous dit que ça n'existe pas, les Anglais. Je sais pas, j'ai dit ça au bol, mais voilà. Les années 90 en Turquie, c'est des années des morts, c'est des attentats, des explosions, et c'est pas seulement le PKK, c'est des groupes d'extrême gauche qui font péter des bombes aussi dans les années 90 en Turquie, mais pas seulement, c'est aussi des groupes dits djihadistes, hein, islamistes, etc.
Donc vous avez un chantier en Turquie dans les années 90 où en fait il y a quasi une guerre civile au sud-est de la Turquie. Je rappelle que des millions de Kurdes ont quitté le sud-est de la Turquie pour s'installer à l'ouest ou carrément quitté la Turquie. Vous avez plus d'1 million de Kurdes par exemple en Allemagne. Ce sont pour la plupart des réfugiés et des réfugiés politiques. Je parle même pas des dossiers de torture et de mauvais traitements, que ce soit dans les prisons, même ailleurs. La Turquie n'a jamais été un exemple en termes enfin, je veux dire pour le côté civilisationnel. La Turquie a toujours été un État très violent, très archaïque. Il suffit de voir le nombre de coups d'État qu'il y a eu depuis la création de la Turquie. Pour ceux qui sont intéressés, il suffit de regarder la fiche Wikipédia, vous aurez... voilà. C'est un coup d'État, à un moment donné, quasi tous les 10 ans, quoi. Bon. Pour revenir à Devlet Bahçeli. Alors, ce Devlet Bahçeli, ce cher monsieur, j'avais pris quelques notes, je suis juste en train de reprendre ici, voilà. Alors, il a fait une déclaration 2-3 jours après avoir serré la main des députés du Dem Party, en nous expliquant que, voilà, eh bien, le leader du PKK depuis son île prison, qui ne voit pas ses avocats d'ailleurs depuis plus de 4 ans maintenant, il balance ça comme s'il était dans un café, voilà, à l'Assemblée nationale, Devlet Bahçeli comme d'habitude. Ce sont des clowns, les politiciens en général, partout, en France, en Turquie, c'est partout comme ça. La démocratie, c'est ça. Et vous allez comprendre. Après, j'ai un truc à vous expliquer sur Devlet Bahçeli. Donc, il nous explique que le leader du PKK devrait faire une déclaration et demander au PKK de rendre les armes et de se rendre, et puis voilà, de dissoudre ce parti. Bon. Alors le PKK n'existe en tant que mouvement armé plus en Turquie. C'est-à-dire que le PKK est du côté syrien. Et puis le PKK est aux manettes sur une zone qui s'appelle le Rojava, qui est quelque chose comme le Kosovo, en termes de taille, peut-être plus, je sais pas, il faudrait que je revoie, j'ai pas une note de moi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rojava, qui est tenu par le PKK, en fait, si vous voulez, le PKK s'est reclus sur la Syrie, mais le PKK était déjà en Syrie en fait, puisque Abdullah Öcalan, avant son arrestation, a quitté la Syrie et puis a fait un tour un petit peu d'Europe, s'est retrouvé 2 mois en Italie, s'est retrouvé un peu en Russie, un peu en Grèce, etc. Et puis au final, à la fin de la cavale, il s'est retrouvé au Kenya, à Nairobi, dans l'ambassade grecque. Et puis en sortant de l'ambassade grecque, eh bien, il est embarqué, voilà, et puis par la CIA et le Mossad d'ailleurs. Voilà, c'est-à-dire qu'il a été livré au service de renseignement turc. Ce n'est pas une opération des renseignements turcs. Ça, c'est important de le dire. Il a été livré. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que s'il a été livré, il y a bien un plan. Quel type de plan il peut y avoir? C'est très simple. Il a été livré sous condition. Quelle est cette condition? Qu'il ne soit pas exécuté. Donc à l'époque où il était arrêté, en 99, la peine capitale, la peine de mort en Turquie était encore en vigueur, mais n'était pas appliquée depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, il y avait une espèce de consensus au Parlement de ne pas appliquer la peine de mort. Et cette peine de mort, elle a, eh bien, les Turcs, comment dire, c'est-à-dire le procès d'Abdullah Öcalan était, comment dire, un procès très vite fait. Voilà, c'est-à-dire que c'était un procès qui a eu lieu pour la forme. En réalité, tout le monde savait qu'il allait avoir la plus grosse peine. Mais, ce qu'il s'est passé, c'est que eh bien, la Turquie a abrogé la peine de mort. Donc en fait, on peut dire que l'arrestation de Öcalan, c'est-à-dire l'ennemi numéro 1 de la Turquie, a mené la Turquie à abroger la peine de mort. Qui faisait partie du gouvernement à cette époque-là? Il y avait Bülent Ecevit, Mesut Yilmaz, mais aussi Devlet Bahçeli. Alors, normalement, lui, il aurait dû s'opposer à cela. Vous voyez ce que je veux dire? Vu que c'était son ennemi numéro 1. Mais bon, ça, c'est toute une autre histoire encore. Et donc, aujourd'hui, il s'adresse comme ça à l'Assemblée nationale, enfin, aujourd'hui, il y a 2-3 jours maintenant, où il explique, il dit, bon, bah, écoutez, voilà, il a qu'à se rendre, il a qu'à demander au PKK de se rendre. Voilà la conception de la résolution de la question kurde pour Devlet Bahçeli. C'est une question de terrorisme. Le parti d'opposition, le CHP, CHP,
quant à lui, va jouer le rôle dans ces prochaines semaines, dans ces prochains mois, de médiateur pour le côté social. C'est-à-dire que chacun, évidemment, a un rôle. Et puis, vous avez le côté AK Party qui va arbitrer, évidemment, avec... voilà, bah oui, ils vont arbitrer un peu tout ça. La dernière fois qu'il y avait une espèce de dialogue dans ce sens-là, c'était il y a une dizaine d'années. Ça s'est terminé par un fiasco. En fait, en Turquie, ça se passe toujours comme ça. Vous avez, tout d'un coup, on met quelque chose sur la table, comme si on allait résoudre un problème, et en fait, le problème ne se résout pas, et on passe sur un autre problème. C'est en permanence comme ça. Toute l'actualité turque, c'est précisément ça. Et parfois, Erdogan, il tape du poing sur la table, et puis bon, voilà, il y a des choses qui passent, des choses pas, etc. Mais jamais rien ne se fait comme sur du beurre. Si Erdogan a eu un plus grand pouvoir après le coup d'État manqué, hein, parce que bon, la Turquie, c'est aussi une grande prison pour, enfin, je veux dire, vous avez des dizaines et des dizaines de milliers d'opposants qui sont en prison. C'est du grand n'importe quoi pour ça, la Turquie. D'ailleurs, pour un oui, pour un non, en prison, quoi. En fait, voilà, c'est faut le dire. Je sais que je vais vexer pas mal d'amis qui aiment leur pays, la Turquie. Moi, j'aime la Turquie aussi, mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Je veux dire, voilà, il y a des gens qui sont en 11 pour rien, quoi, en fait. Donc voilà, c'est zéro niveau liberté d'expression, la Turquie. Zéro. Bon, ça, mettons de côté. Revenons sur Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli n'a pas seulement serré la main des députés du DEM Party, Devlet Bahçeli a aussi serré la main de Özgür Özel. Qui est Özgür Özel? Il est le nouveau président du parti d'opposition, le CHP. Et en lui serrant la main, Özgür Özel a expliqué à Devlet Bahçeli, il lui a dit mais dis donc, là on se serre la main, très bien, moi ça me va, mais enfin, vous avez été très insultant dans vos déclarations sur moi ces derniers temps quand même. Il faut quand même rappeler que Devlet Bahçeli, quand il parle au micro, il peut aller jusqu'à insulter des politiciens, etc. C'est quelqu'un qui peut montrer du doigt et dire toi t'es un terroriste, quoi. Voilà. Voilà. Chacun son rôle, hein. C'est le Parlement, c'est un grand théâtre. Et donc, qu'est-ce qu'il explique à Özgür Özel? Il lui dit non mais toutes les insultes, toutes les grossièretés, tout ça, c'est la politique, ça. Il dit écoute, tu sais très bien que mais ça c'est enregistré, donc hein, vous voyez. Et il dit mais tu sais très bien qu'en dehors c'est autre chose. On peut être des amis. D'ailleurs, on se voit, etc. Ouais, et on se voit. Donc grosso modo, eh bien, en dehors de l'Assemblée nationale, on va manger au resto, etc. Tout va bien. Puis une fois qu'on est à l'Assemblée nationale, bon, on peut se crier dessus. Hein, c'est fait pour ça l'Assemblée nationale, non? Donc ça en dit long sur la manière dont la Turquie est gouvernée, c'est-à-dire une démocratie de par avant, hein, voilà. Et Erdogan qui n'arrive pas à réaliser ce qu'il veut, quand il veut, etc. Qui a toujours un problème de soutien, qui est toujours au pouvoir à ras la pâquerette. Hein. C'est terminé l'âge d'or d'Erdogan. Ça aussi, je tiens à le dire. C'est-à-dire qu'Erdogan est au pouvoir parce qu'il y a justement le parti nationaliste qui est avec lui. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'ils sont entrés sur une phase de reconnaissance de la question kurde, etc., comme si, voilà, parce que pour Erdogan, une fois il y a la question kurde, une fois il n'y a pas. Hein. Ça aussi, il faut le dire, c'est à géométrie variable. Il va vous dire, il y a une vingtaine d'années, qu'il y a une question kurde, et puis après il va vous dire, mais si vous y pensez pas, il n'y aura pas de question kurde. Il n'y a pas. Puis après, il va vous dire quelques années après qu'il y a une question kurde. Puis il vous dira, il n'y en a pas de question kurde. C'est réglé, ça. D'une manière en plus brutale, comme ça. Voilà, c'est du show, en fait. Voilà. C'est la Turquie, en fait, c'est sans arrêt, la politique, c'est du show. C'est du populisme, en fait. Et donc, si on veut voir concrètement ce qu'il se passe, je peux vous le dire, c'est tout simple. Aujourd'hui, le gouvernement parle de nouveau de questions kurdes, pour une simple et bonne raison. C'est parce qu'il y a les bombardements d'Israël. Ah bah oui, voilà. Il faut pouvoir dire les choses, il faut pouvoir donner un nom à cela. Et oui, Israël est sur le point d'entrer en guerre avec l'Iran, qui fait frontière avec la Turquie. Vous pensez bien. Donc à partir de là, la Turquie maintenant, elle doit... Attention, il y a déjà le Kurdistan d'Irak. Je précise que dans 3 jours, ce sont les élections en Irak entre le KDP et le KYB de Talabani, c'est-à-dire les Barzani et les Talabani. Ça se joue toujours sur deux fronts au Kurdistan irakien. La ville de Souleymania est aux mains du leader kurde Talabani, Bafel Talabani, et puis Nechirvan Barzani est à la tête de Erbil, la ville de Erbil. Bref,
Alors, qu'est-ce qu'il se passe dans ce cas? C'est-à-dire que, on a compris qu'Ecosa, très bien, on met une ambiance de paix, on remet la question kurde sur la table, etc., pour un gouvernement d'extrême droite, parce que le gouvernement en Turquie actuellement, c'est un gouvernement populiste, de droite, d'extrême droite, de tout ce que vous voulez, c'est beaucoup de baratin et peu de choses qui sont appliquées. D'où ça vient? D'où ça vient? Ce sont les plans américains. Ah bah oui, la Turquie est alliée directe de Washington. Ils ont beau fricoter un petit peu avec Poutine, la réalité c'est que c'est un allié objectif de Washington. Donc à partir de là, c'est un membre de l'OTAN aussi. Il faut absolument le préciser. Et ça a toute son importance, bien évidemment. Donc, dans les politiques américaines, la Turquie, elle se retrouve dans une situation où elle doit appliquer un certain nombre de choses. Elle a un rôle. Et le rôle qu'elle a ici, c'est de concilier le Rojava, c'est-à-dire la zone kurde syrienne et la zone kurde irakienne, de les unir, de les réunir. C'est-à-dire que vous avez une partie de l'Irak plus une partie de la Syrie qui vont devoir se réunir, s'unir en fait sur un front. Sauf que le front du Rojava, il est sous l'hégémonie de PKK. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a un indice de Devlet Bahçeli qui nous dit il faut que le PKK se rende. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on veut unir le Kurdistan irakien et le Kurdistan syrien, mais en dégageant le PKK. Et donc on veut que le Kurdistan syrien soit sous domination du Kurdistan irakien. Et voilà donc cette opération de la Turquie. Est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que on va arriver à des conclusions? On le verra dans ces prochaines semaines, dans ces prochains mois. Mais voilà le plan qui est en vigueur. Est-ce que ça marchera? Est-ce que ça marchera pas? Je ne sais pas. Est-ce que le PKK se rendra ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une volonté d'Israël de liquider le Hamas et le Hezbollah, avec des frappes ciblées, éliminer des cadres, etc. Et donc, est-ce que la suite, ce serait l'élimination du PKK? Alors pas par Israël, mais par la Turquie par exemple, pour ensuite foutre son nez en Syrie. À voir.